Bien le bonjour à tous! L'histoire d'aujourd'hui est écrite et réalisée par le monde des enfants. Elle s'intitule Toron, l'ours conteur. Nous allons débuter cette histoire, alors prépare-toi. Mais avant, si tu pouvais t'abonner ou cliquer sur la petite cloche de notification, ça nous ferait énormément plaisir. Allez, c'est parti! J'espère que tu es prêt. Toron, l'ours conteur. Dans les hautes montagnes des Pyrénées vivait Toron, un gros ours brun solitaire. Enfin, presque. Tous les soirs, des centaines d'animaux accouraient de toutes les vallées et toutes les montagnes pour voir le gentil Toron au pied du grand sapin noir. Mais pour quelle raison ? Toron était un ours conteur. Il connaissait énormément d'histoires sur les animaux de la montagne. Des récits imaginaires et parfois vrais, relatant des aventures incroyables vécues par des animaux dont certains devinrent célèbres. Ponctué de rebondissements, de suspense et parfois même de frissons, l'ours Toron savait raconter les histoires et captiver l'attention de la foule. Heureusement, à la fin de tous ces contes, les gentils animaux triomphaient toujours. Et les nombreux auditeurs de l'ours repartaient tous les soirs chez eux, le sourire aux lèvres et la tête remplie de belles images. Ils pouvaient alors aller s'endormir tranquillement et se laisser transporter par de beaux rêves. Toron était l'ami de tous et il était devenu une véritable célébrité dans la chaîne des Pyrénées que tout le monde voulait rencontrer et surtout écouter. Mais un jour, en arrivant près du lac Garot pour faire sa toilette comme tous les midis, l'ours Toron fut surpris d'y trouver un rassemblement important d'animaux. Bonjour les amis! Qu'est-ce que vous faites-vous tous ici? Leur demanda avec curiosité Toron. Nous t'attendions! C'est toi qui as volé mon petit Béraud! Tu l'as sûrement mangé! L'inculpa avec colère Zoé, la maman marmotte. Son petit marmotton avait disparu. Pardon? Mais je ne mange de viande depuis longtemps. Vous le savez bien. Je me nourris que de fruits et de baies. Comment pouvez-vous m'accuser d'une telle atrocité? Se défendit avec désespoir le grand ours. Comment te croire? Tu es un ours et donc un prédateur naturel des marmottes, lui dit avec aplomb l'écureuil Billy. Tu étais où ce matin? L'interrogea d'un ton sec Joël l'hérisson. Eh bien, je faisais ma grasse matinée au pied du sapin noir, comme tous les jours. Il y a des témoins? C'est-à-dire des animaux qui t'ont vu dormir? Questionna à son tour Paul, le pique-et-pêche. Eh bien, je ne sais pas. Je dormais, j'ai vu personne. Répondit encore l'ours. Tous les regards des animaux étaient figés sur Toron et ils exprimaient de la colère. Le grand ours baissa alors la tête de tristesse et préféra s'éloigner du groupe d'animaux. Une opération de recherche de grande envergure s'organisa et des centaines d'animaux accoururent de toutes les vallées pour aider la maman marmotte à retrouver son petit Béraud.
Formant de grandes lignes, ils commencèrent à ratisser les forêts, les versants des montagnes et les ruisseaux. Plusieurs rapaces, dont un grand aigle très redouté, entendirent également parler de cette disparition et se lancèrent eux aussi à la recherche de Petit Béraud. Mais pour le manger. S'engagea alors une course entre les défenseurs et les prédateurs. Toron, quant à lui, n'avait pas été autorisé à participer à l'opération. Désespéré, il décida alors d'aller s'isoler près de la grande rivière. Mais en arrivant sur les berges, l'ours aperçut le petit marmiton sur un tronc d'arbre au plein milieu de la rivière et en bien fâcheuse posture. Accroché à une petite branche, il sifflait aussi fort qu'il le pouvait pour demander de l'aide. Mais le bruit de la grande rivière couvrait son cri de détresse. Fatigué et trempé, le courant qui était très puissant à cet endroit-là menaçait de l'engloutir à tout moment. Sans hésiter, Toron sauta dans l'eau malgré les risques de se faire emporter et de se noyer. Mais il n'était pas le seul à avoir repéré Béraud. Le redoutable grand aigle faisait des ronds au-dessus de leur tête, prêt à plonger en piqué sur le marmotton. Alors Toron se dressa sur ses deux pattes arrière et de ses 3 bons mètres, il cria en direction de l'aigle. « Si tu touches au petit marmotton, je te promets de venir jusqu'à ton nid et de prendre des petits aiglons. Tu m'as compris ?» Devant la colère de Toron, le rapace préféra s'éloigner. Dans un dernier effort, l'ours réussit enfin à atteindre le petit Béraud et le prit délicatement entre ses énormes dents, sous les yeux éberlués de nombreux animaux qui venaient d'arriver sur la berge. Béraud était sauvé. Toron, lui, était très fatigué, mais heureux. Une grande fête réunissant tous les animaux fut organisée pour remercier Toron. Zoé, la maman marmotte, s'excusa après avoir accusé à tort l'ours et pour se faire pardonner, elle lui offrit un énorme plateau rempli de baies sauvages et de myrtilles et lui proposa, une fois par mois, de lui apporter le même repas. Toron fut tellement content que pour remercier tous les animaux, il leur proposa de leur raconter un nouveau conte. Le grand ours des Pyrénées qui sauva le petit marmotton. Dans le paisible monde enchanté, la petite sorcière Élise vivait seule dans sa modeste maison, perchée au sommet d'une colline ombragée. Les arbres touffus l'entouraient, mais son cœur désirait ardemment une chose, un ami avec qui partager ses jours et ses secrets. Un matin, tandis qu'elle fouillait son grenier poussiéreux en quête d'objets oubliés, Élise tomba sur un trésor enfoui. Un vieux grimoire aux pages jaunies par le temps. Ses yeux brillèrent d'excitation lorsqu'elle découvrit un sortilège mystérieux pour trouver un ami. Le grimoire parlait de rituels énigmatiques et de mots magiques, et Élise se promit de tout apprendre. Assise sur le sol de son grenier, les pages du grimoire défilaient entre ses doigts. Elle commença son voyage vers l'inconnu, vers l'espoir
de l'amitié. Une lueur d'excitation illumina son visage alors qu'elle lisait les mots anciens, réalisant que sa quête pour un ami avait enfin commencé. Élise, déterminée à apprendre le sortilège qui lui apporterait un ami, se mit en route à travers la forêt enchantée. Le soleil filtrait à travers les arbres, créant des jeux de lumière sur le chemin forestier. Elle rencontra d'abord une licorne majestueuse qui paissait paisiblement. « Bonjour !» dit Élise. « Je cherche un ami. » La licorne inclina la tête et répondit. « Les amis sont précieux, petite sorcière. Mais la vraie amitié ne se trouve pas dans un grimoire. Elle se construit avec le temps et la confiance. » Déterminée, Élise poursuivit son chemin. Plus loin, elle rencontra un dragon qui gardait un trésor scintillant. « Un ami !» rugit le dragon. « Peut-être que si tu m'aides à protéger ce trésor, je serai ton ami !» Élise déclina poliment et continua son voyage. Puis, un lutin farceur surgit des fourrés. « Cherches-tu un ami ?» demanda le lutin avec un sourire espiègle. « Alors, joue à cache-cache avec moi. Si tu me trouves, je serai ton ami. » Élise accepta le défi, mais le lutin se montra si malin qu'elle ne put jamais le rattraper. Au fil de ces rencontres, Élise apprenait que l'amitié ne pouvait pas être forcée ou gagnée facilement. Elle réalisa que la vraie magie de l'amitié était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Élise se sentait découragée par ces rencontres infructueuses dans la forêt enchantée. Elle décida de monter jusqu'au sommet de la colline pour consulter la chouette sage, une vieille chouette qui était connue pour sa sagesse. Arrivée devant le majestueux chêne où résidait la chouette sage, Élise salua l'oiseau avec respect. La chouette sage clina de ses yeux sages et l'invita à s'asseoir. « Chère Élise, qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda la chouette. Élise expliqua son désir ardent de se faire un ami et sa quête du sortilège magique. La chouette sage hocha la tête lentement. « L'amitié véritable ne se trouve pas dans les sortilèges, ma chère. Elle réside dans le cœur et l'âme. Cherche en toi-même ce qui te rend digne d'amitié. Sois sincère et authentique. » Élise écouta attentivement les paroles de la chouette sage et sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que la réponse à sa quête n'était pas dans un sortilège, mais en elle-même. Reconnaissante pour les conseils de la chouette sage, Élise redescendit de la colline, prête à poursuivre sa quête d'amitié d'une manière nouvelle, en cherchant en elle-même plutôt que dans les pages d'un grimoire. Élise, maintenant déterminée à chercher l'amitié dans son propre cœur, continua son périple à travers la forêt enchantée. Alors qu'elle explorait un sous-bois paisible, une lueur lumineuse attira son attention.
Elle s'approcha lentement et découvrit une petite fée nommée Lila, assise sur une feuille géante en train de lire un livre de contes de fées. Ses ailes scintillaient de couleurs chatoyantes et sa robe était tissée de pétales de fleurs. « Bonjour !» dit Élise timidement. « Je m'appelle Élise et je cherche un ami. » Lila leva les yeux de son livre et sourit chaleureusement. « Enchantée, Élise. Je suis Lila, la fée des contes. Les contes sont remplis d'amis, tu sais. » Élise se joignit à Lila sur la feuille et les deux commencèrent à discuter. Elles partagèrent des histoires et des rires, découvrant des intérêts communs et des rêves similaires. Les heures passèrent comme des minutes et Élise réalisa qu'elle avait peut-être enfin trouvé l'ami qu'elle cherchait. Les deux amis décidèrent de parcourir la forêt enchantée ensemble, se promettant de vivre de nouvelles aventures et de créer des souvenirs magiques. La rencontre avec Lila marqua un tournant dans la quête d'Élise, et elle comprit que l'amitié véritable se trouvait dans les liens du cœur plutôt que dans les pages d'un grimoire. Élise et Lila, désormais inséparables, décidèrent de chercher le sortilège de l'amitié ensemble. Elles traversèrent des contrées magiques, escaladèrent des montagnes brumeuses et explorèrent des forêts enchantées remplies d'animaux magiques. Leur dialogue était empreint de détermination et de complicité. Un jour, alors qu'elles atteignaient le sommet d'une cascade argentée, Élise découvrit une fleur rare et étincelante, l'un des ingrédients essentiels du sortilège. Lila, quant à elle, trouva une plume d'oiseau phénix, une composante magique du sortilège aussi. Leurs yeux brillèrent d'excitation alors qu'elles comprenaient qu'elles se rapprochaient de leur objectif. Sous le clair de lune, Élise et Lila se tinrent devant un autel ancien et mystique. Elles récitèrent les incantations du grimoire et mêlèrent les ingrédients avec soin. Un éclat de lumière dorée survint tout à coup et enveloppa les deux amies. Un lien magique se tissa entre elles, renforçant leur amitié. Le sortilège de l'amitié était désormais accompli. Élise et Lila se regardèrent, leur cœur se remplissant de joie. Leur lien était désormais indéfectible et elles savaient que leur amitié était la plus grande magie de tous. Main dans la main, elles poursuivaient leur aventure, désormais prêtes à partager la magie de leur amitié avec le monde entier. Élise et Lila poursuivirent leur voyage à travers la forêt enchantée, main dans la main, sifflotant et le sourire aux lèvres. Chacune de leurs rencontres était une nouvelle aventure remplie de magie et de surprises. La surprise et la magie de l'amitié. En chemin, elles croisèrent un arbre géant qui était en train de perdre ses feuilles. Élise utilisa sa magie pour aider l'arbre à retrouver sa beauté, tandis que Lila chanta une chanson pour le remercier. En retour, l'arbre leur offrit un abri pour la nuit, les protégeant des éléments tels que le vent et la pluie. Plus tard, elles rencontrèrent un groupe de petits lutins qui s'étaient perdus.
Élise et Lila les guidèrent à travers le labyrinthe de la forêt et partagèrent leur dîner avec eux. Pendant le repas, les lutins rirent et dansèrent, exprimant leur gratitude et leur joie d'être de retour chez eux. À chaque pas de leur voyage, Élise et Lila découvraient que leur amitié apportait de la magie et du bonheur à tous ceux qu'elles rencontraient. Elles savaient désormais que leur lien spécial était le plus précieux de tous les trésors et de toutes les quêtes. Alors que le soleil se couchait sur la forêt enchantée, Élise et Lila continuaient leur aventure, prêtes à vivre de nouvelles expériences et à partager leur amitié magique avec le monde entier et pour toujours. L'école des super pouvoirs. Un matin ensoleillé, Bruno, le petit cochon curieux, sautillait dans la cuisine de sa maison. Il avait découvert une affiche colorée sur le chemin de l'école. Regardez, maman, papa, j'ai vu une affiche pour une école spéciale. C'est une école des super pouvoirs. S'exclama Bruno, brandissant l'affiche avec des étoiles dans les yeux. Une école de super pouvoirs ? Dit maman cochon, surprise. Ça a l'air incroyable. Papa cochon sourit et dit: C'est vrai, Bruno, si tu veux y aller, nous te soutiendrons. Bruno était aux anges. Il sauta sur place et ajouta: Le professeur Foudre y enseignait la foudre et les éclairs. Et le professeur Aqua, l'eau. Je veux apprendre tout ça. Maman cochon caressa la tête de Bruno. Alors, mon petit héros, nous allons t'inscrire à cette école de super pouvoirs. La famille cochon se prépara pour une aventure magique. Et Bruno ne pouvait s'empêcher de sourire, impatient de découvrir ce que l'école lui réservait. Le lendemain, Bruno arriva à l'école des super pouvoirs, les yeux écarquillés d'excitation. Il fut accueilli par le professeur Foudre, un vieux lapin avec une barbe blanche impressionnante. Bienvenue à l'école des super pouvoirs, Bruno. Je suis le professeur Foudre et aujourd'hui, tu apprendras à contrôler la foudre et les éclairs. Dit le professeur Foudre d'une voix sage. Bruno sautillait sur place. Wow, c'est génial! J'adore les éclairs! Le professeur Foudre lui expliqua patiemment les bases de la foudre. La clé est de ressentir l'énergie électrique dans l'air. Concentre-toi, Bruno, et imagine un éclair jaillissant de tes pattes. Bruno ferma les yeux, se concentra et soudain, un petit éclair jaillit de ses pattes. Il ouvrit les yeux, émerveillé. Tu as fait un excellent travail pour ton premier jour, Bruno, dit le professeur Foudre avec un sourire bienveillant. Avec de la pratique, tu deviendras un maître de la foudre. Bruno était aux anges. Il avait hâte de continuer son apprentissage des super pouvoirs à cette école extraordinaire. Le lendemain, à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité par son cours avec le professeur Plante, une grenouille verte géante. Bonjour Bruno, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde des plantes magiques. Dit le professeur Plante avec un sourire enthousiaste. Bruno, curieux, demanda: Des plantes magiques? Comment ça marche? Le professeur Plante expliqua. Une plante magique pousse grâce à la magie que tu as en toi. Il suffit d'y croire et de faire preuve de patience. Bruno prit une graine magique dans ses mains
et la planta dans un pot. Il se concentra, fermant les yeux, et bientôt, une petite pousse verte apparut. « Regardez, j'ai fait pousser une fleur géante !» s'exclama Bruno, émerveillé. Le professeur Plante rit doucement. Oh, 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 c'est fantastique, Bruno. Tu as le don de faire pousser des plantes magiques. Avec le temps, tu deviendras maître jardinier. Bruno était ravi de son nouvel apprentissage. Il se dit que chaque jour à l'école des super pouvoirs apporterait de nouvelles découvertes incroyables. Le jour suivant à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité par son cours avec le professeur Aqua, une tortue sage. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à contrôler l'eau, déclara le professeur Aqua avec un sourire bienveillant. Bruno regarda autour de lui, curieux, et demanda: Comment peut-on contrôler l'eau, professeur Aqua? La tortue répondit: L'eau est une force puissante. Pour la contrôler, il faut ressentir sa fluidité. Imagine que tu es l'eau, que tu glisses comme une rivière. Bruno ferma les yeux et se concentra. Il sentit une vague d'énergie en lui. D'un geste de la patte, fit léviter une petite sphère d'eau. « Ça fonctionne !» s'exclama-t-il avec un sourire triomphant. Le professeur Aqua applaudit. « Bravo Bruno! Tu es sur la voie pour devenir un maître de l'eau. La maîtrise de cette force te permettra de faire des choses extraordinaires. » Bruno se sentait de plus en plus confiant dans ses capacités magiques. Chaque jour à l'école des super pouvoirs le rapprochait un peu plus de son rêve de devenir un super-héros. Le jour suivant, à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité pour son cours avec le professeur Vitesse, un lièvre rapide comme l'éclair. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons apprendre à courir plus vite que le vent, déclara le professeur Vitesse, les oreilles dressées d'enthousiasme. Bruno, les yeux brillants, demanda: Comment peut-on courir aussi vite que le vent, professeur Vitesse? Le lièvre répondit avec un sourire espiègle: La clé est de sentir le vent sous tes pattes et de te laisser porter par la vitesse. Suis-moi. Bruno se mit à courir avec le professeur Vitesse à ses côtés. Le vent sifflait dans ses oreilles et il avait l'impression de voler au ras du sol. C'est incroyable! J'ai l'impression de voler! S'exclama-t-il, le souffle coupé. Le professeur Vitesse rit joyeusement. Exactement, Bruno. Avec de l'entraînement, tu pourras courir plus vite que n'importe qui. La vitesse te sera utile dans de nombreuses aventures à venir. Bruno savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à devenir le meilleur super-héros qu'il puisse être. Le jour suivant, à l'école des super-pouvoirs, Bruno avait hâte de découvrir ce que le professeur Invisibilité avait à lui enseigner. Il était un peu nerveux, mais aussi très curieux. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'art de devenir invisible, annonça le professeur Invisibilité, un renard rusé. Bruno, les yeux grands ouverts, demanda: Comment peut-on devenir invisible, professeur Invisibilité?
Le renard répondit avec un sourire malicieux. C'est un secret bien gardé, Bruno. Pour devenir invisible, il faut se fondre dans son environnement, se faire tout petit et imaginer qu'on est comme de la brume. Bruno suivit les instructions du professeur. Il se concentra et, peu à peu, commença à disparaître, devenant transparent comme un fantôme. « Je suis invisible !» s'exclama-t-il à peine audible. Le professeur Invisibilité applaudit doucement. « Excellent travail, Bruno. La discrétion est une arme puissante. Continue de pratiquer et tu deviendras un maître de l'art et de la disparition. » Bruno était fasciné par ce nouveau pouvoir. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à devenir le meilleur super-héros qu'il puisse être. Un matin ensoleillé, Bruno retrouva son ami Momo le chat à la cour de récréation. Momo semblait triste. « Salut Momo, comment ça va aujourd'hui ?» demanda Bruno. Momo soupira et répondit d'une voix morose. « Pas très bien, Bruno. J'ai vu tous les super pouvoirs que tu apprends à l'école, mais je n'ai aucun pouvoir magique. Je me sens tellement ordinaire. » Bruno le regarda avec compassion. « Ne t'inquiète pas, Momo. Tout le monde a quelque chose de spécial en lui, même si ça ne ressemble pas à un super pouvoir. Nous sommes amis et je t'aiderai à découvrir ce qui te rend unique. » Momo leva les yeux vers Bruno, les oreilles dressées. « Tu ferais ça pour moi ? Absolument. On trouvera quelque chose que tu es doué à faire, » assura Bruno, souriant. Les deux amis décidèrent de partir à la recherche du talent spécial de Momo, prêts à relever de nouvelles aventures ensemble. Bruno et Momo se retrouvèrent dans la forêt enchantée à la recherche du talent spécial de Momo. Les oiseaux chantaient et le soleil brillait à travers les arbres. Bruno demanda: « Alors Momo, qu'aimes-tu faire le plus au monde ?» Momo réfléchit un instant et dit: « J'aime observer les oiseaux. J'admire leur beauté et leur liberté. » Bruno sourit. « C'est génial, Momo. Peut-être que ton talent spécial est d'être un observateur exceptionnel. » Ils passèrent la journée à regarder les oiseaux, Momo identifiant chaque espèce avec précision. Il avait un don pour repérer les oiseaux cachés dans les arbres et décrire leur chant. Bruno s'exclama: « Momo, tu es incroyable! Tu as le pouvoir de comprendre les oiseaux et de les connaître comme personne. » Momo se sentit spécial pour la première fois. « Merci Bruno, je me sens vraiment bien en faisant ça. » Les deux amis rentrèrent à la maison, convaincus que chacun avait son propre pouvoir unique. Bruno était fier de son ami Momo et il savait que leur amitié était le pouvoir le plus précieux de tous. De retour à l'école des super pouvoirs, Bruno et Momo étaient plus proches que jamais. Bruno avait appris à contrôler la foudre, les plantes, l'eau, la vitesse et l'invisibilité. Momo, quant à lui, était devenu un expert en ornithologie, reconnaissant chaque chant d'oiseau et chaque espèce.
Un jour, pendant la pause, Bruno se tourna vers Momo et dit: Momo, tu es vraiment incroyable avec ton don pour les oiseaux. Tu es mon super-héros préféré, car tu as le pouvoir de rendre les rêves réalité. Momo rougit de plaisir et répondit: Et merci à toi, Bruno. Tu es le meilleur ami qu'on puisse avoir. Ton amitié est le pouvoir le plus puissant de tous. Ils se donnèrent un câlin chaleureux, sachant que leur amitié était plus précieuse que tous les super pouvoirs du monde. Bruno et Momo savaient qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quelle aventure ensemble, main dans la pâte. La fin de l'année scolaire arriva rapidement et Bruno se rendit compte que son aventure à l'école des super pouvoirs touchait à sa fin. Il était temps de dire au revoir à tous les professeurs et amis. Adieu, professeur Foudre. Merci pour tout ce que vous m'avez appris, dit Bruno en étreignant le vieux lapin. Le professeur Foudre sourit. N'oublie jamais, Bruno, que la foudre est un pouvoir puissant. La vraie force réside en toi. Bruno continua ses adieux en passant du temps avec le professeur Plante, le professeur Aqua, le professeur Vitesse et le professeur Invisibilité. Chacun lui donna des conseils pour son avenir. Enfin, Bruno retrouva Momo le chat. Ils se tinrent par la patte, les yeux brillants de gratitude et d'amitié. Nous avons vécu tellement de choses incroyables ensemble, Momo. Notre amitié est le plus grand pouvoir de tous, tu sais, dit Bruno avec émotion. Momo hocha la tête. C'est vrai, Bruno. On a encore tellement d'aventures à vivre ensemble. Avec un dernier regard sur l'école des super pouvoirs, Bruno et Momo partirent vers de nouvelles aventures, prêts à affronter l'avenir, main dans la pâte. Dans une ville tranquille et boisée, les chats régnaient en maître. Les ruelles étaient leur domaine et les autres animaux se courbaient devant eux, craignant leur miaulement hautain. Au milieu de cette ville se trouvait une petite souris nommée Mia. Mia était différente. Elle ne courbait pas l'échine face aux chats tyrans. Chaque jour, Mia les observait, les yeux remplis de détermination. Elle était décidée à changer les choses. Les chats se moquaient d'elle, la chassaient, et elle en avait assez. Elle rêvait de devenir un ninja, de se dresser contre l'injustice et la peur qui régnait. Alors un jour, pendant que le soleil se couchait derrière les arbres, Mia entendit parler d'un légendaire maître ninja, Maître Kameo, une tortue sage qui vivait dans la forêt. Elle décida de partir à sa recherche, de chercher son aide pour accomplir son rêve. Mia prit une profonde inspiration, ajusta son petit sac à dos et se mit en route, déterminée à affronter les défis qui se dresseraient sur son chemin. Le chemin vers la demeure de Maître Kameo était long et semé d'embûches, mais Mia persévéra. Elle traversa la forêt, escalada des rochers et finalement arriva devant la petite hutte où vivait la tortue sage. Mia frappa timidement à la porte. La porte s'ouvrit lentement
dévoilant Maître Caméo, une vieille tortue aux yeux perçants. La tortue examina Mia avec un regard sévère. Mais Mia pouvait voir une lueur de curiosité dans ses yeux. Mia expliqua son désir de devenir un ninja pour mettre fin à la tyrannie des chats. Maître Caméo soupira, semblant hésiter. Finalement, il déclara: « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, jeune souris. L'entraînement sera difficile et la route sera périlleuse. » Mia répondit avec détermination: « Peu importe, Maître Caméo, je suis prêt à tout pour devenir un ninja. » Maître Caméo accepta à contre-cœur, posant cependant des conditions strictes. La tortue prévint Mia que l'entraînement serait intense et que celle-ci ne la ménagerait pas. Mia hocha la tête, prête à relever le défi. Ainsi commença son aventure pour devenir un véritable ninja, sous la tutelle de la sage tortue. Les leçons de Mia avec Maître Caméo débutèrent au lever du soleil. Chaque matin, Mia se rendait à la hutte de la tortue sage, prête à absorber chaque enseignement. Le maître ninja commença par lui apprendre l'art de la discrétion. Mia apprit à se déplacer sans faire le moindre bruit, à se fondre dans l'ombre et à observer sans être vue. Elle trébucha souvent, mais la patience de Maître Caméo était infinie. La tortue lui disait: « Un vrai ninja ne se précipite jamais. La patience est notre alliée la plus puissante. » Au fil des jours, Mia progressa lentement. Elle commença à maîtriser la maîtrise de soi, à garder son calme dans des situations stressantes. Maître Caméo lui enseigna des techniques de méditation pour renforcer son esprit. Mia découvrit alors que devenir un ninja ne se limitait pas au mouvement physique, mais demandait également de la persévérance mentale. Les leçons étaient éprouvantes, mais Mia était déterminée à réussir. Chaque soir, elle rentrait chez elle épuisée, mais reconnaissante pour l'opportunité de devenir un ninja. La petite souris continuait d'apprendre, de grandir et de gagner en confiance, sachant que le chemin vers son rêve était long, mais qu'elle ne reculerait pas. Mia ne se contentait pas de suivre les enseignements de Maître Caméo. Elle se lia d'amitié avec d'autres animaux de la forêt qui partageaient son désir de mettre fin à la tyrannie des chats. Parmi eux se trouvait Léo, un lapin agile aux oreilles pointues, et Lila, une libellule sage aux ailes chatoyantes. Léo lui enseigna comment sauter rapidement et esquiver les obstacles, des compétences essentielles pour un ninja en herbe. Il passait des heures à courir à travers la forêt, sautant par-dessus des troncs d'arbres et se cachant dans les buissons. Lila, quant à elle, lui apprit à observer les mouvements des chats depuis les airs, à repérer les pièges potentiels et à donner des signaux de communication discrets. Sa connaissance de la forêt et de ses habitants
était inestimable. Ensemble, ils formèrent une équipe solide, se soutenant mutuellement dans leur quête. Les amis de Mia étaient toujours là pour la réconforter après des journées d'entraînement épuisantes et pour lui rappeler que même les plus grands ninjas avaient commencé par être des apprentis. Mia découvrit ainsi que l'amitié et le soutien étaient aussi importants que les compétences ninja. Avec Léo, Lila et Maître Caméo à ses côtés, elle se sentait de plus en plus confiante à l'idée de défier les chats tyrans et de rendre la ville des animaux libres de leur emprise. Après des mois d'entraînement acharné avec Maître Caméo, Mia se sentait enfin prête pour son défi ultime. Affronter Félix, le chef des chats tyrans. C'était le moment qu'elle avait tant attendu, mais aussi celui qui la terrifiait le plus. Mia et ses amis se rassemblèrent dans la forêt pour finaliser leur plan. Léo avait élaboré une stratégie d'attaque, tandis que Lila surveillerait les mouvements des chats depuis les ailes. Maître Caméo, quant à lui, donna des conseils de dernière minute, rappelant à Mia de rester calme et concentrée. La nuit tomba et Mia se dirigea vers le territoire des chats avec une détermination inébranlable. Les étoiles scintillaient au-dessus d'elle, comme si elles lui apportaient leur soutien silencieux. Finalement, Mia se retrouva face à Félix, un chat imposant aux yeux perçants de malice. Leur affrontement fut épique, un ballet de mouvements rapides et de techniques ninja. La bataille fit rage, mais Mia se souvint de tout ce qu'elle avait appris, la patience, la maîtrise de soi et l'agilité. Lorsque la poussière retomba, Mia se tenait debout, victorieuse. Félix s'inclina devant elle, reconnaissant sa détermination. Mia avait triomphé, mettant fin ainsi à la tyrannie des chats une bonne fois pour toutes. Le professeur bizarre. Elliot, le petit panda, trépignait d'excitation à l'idée de sa première journée d'école. Sa maman l'observa, un sourire malicieux aux lèvres, et lui dit « Elliot, j'ai entendu dire que ton professeur s'habille de façon très spéciale. » Elliot plissa les yeux, intrigué. « Spécial comment, maman ?» demanda-t-il. Sa mère haussa un sourcil et répondit. « Eh bien, j'ai entendu dire qu'il porte des chapeaux multicolores, des chaussures pointues comme des cônes de glace et des lunettes en forme de spirale. On raconte qu'il est aussi drôle qu'il est excentrique. » Elliot hocha la tête, un mélange de curiosité et d'appréhension sur son visage rond. « Alors c'est vrai? Mais comment je vais faire? » demanda-t-il. Sa mère éclata de rire. Elliot, il faut parfois rencontrer quelqu'un pour vraiment le connaître. Ne te laisse pas influencer par les rumeurs, ni l'apparence. D'accord ?
Elliot acquiesça, se promettant de garder l'esprit ouvert lors de sa première journée à l'école. Les histoires sur son professeur excentrique ne feraient que piquer davantage sa curiosité. Le premier jour d'école arriva plus vite que prévu pour Elliot le petit panda. Les papillons tournoyaient dans son estomac alors qu'il entrait dans la salle de classe. Il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant le professeur excentrique dont tout le monde parlait. Un loup aux grands yeux pétillants, vêtu d'un gilet à pois multicolores et coiffé d'un chapeau pointu, se tenait devant le tableau noir. Les murmures des élèves s'intensifièrent. « Est-ce lui ?» se demanda Elliot, son regard fixé sur le professeur aux airs excentriques. Le loup, avec un sourire éclatant, s'avança vers Elliot. « Bonjour, je suis Monsieur Martin, votre professeur, » dit-il d'une voix chaleureuse. « Vous pouvez m'appeler Martin ou même Marty si ça vous chante. » Elliot balbutia un « Bonjour » timide. Il était fasciné par le style vestimentaire peu conventionnel de Monsieur Martin, mais il sentait aussi que ce professeur était différent de tout ce qu'il avait imaginé. Une journée d'aventure à l'école avec Monsieur Martin commençait. La journée avançait rapidement et Elliot était de plus en plus curieux de découvrir qui était vraiment Monsieur Martin. Alors que les élèves se rassemblaient autour de leur bureau, Monsieur Martin prit la parole avec enthousiasme. « Moi, c'est Monsieur Martin, » dit-il en agitant une main gantée de couleur vive. Vous pouvez m'appeler Martin ou même Marty si ça vous chante. Elliot se pencha vers son camarade de classe, un lapin duveteux, et chuchota. « Il a un look vraiment bizarre, non ?» Le lapin hocha la tête avec un sourire espiègle. « Oui, mais c'est ce qui le rend cool !» Le cours de Monsieur Martin était tout sauf ordinaire. Il parla des étoiles avec une passion contagieuse. Les étoiles sont comme des diamants dans le ciel, brillant de leur propre lumière, même dans l'obscurité la plus profonde. Elliot écoutait avec admiration. La bizarre excentricité de Monsieur Martin semblait maintenant être le reflet de sa créativité et de sa passion pour l'enseignement. Une chose était certaine, Elliot avait hâte de découvrir ce que cette année scolaire excentrique lui réserverait. Les jours passaient et Elliot était de plus en plus intrigué par Monsieur Martin. Ce professeur excentrique apportait une touche unique à chaque aspect de sa classe. Les étoiles sont comme des diamants dans le ciel, commença Monsieur Martin avec une étincelle dans les yeux. Elles brillent de leur propre lumière, même dans l'obscurité la plus profonde. Elliot leva la main. Monsieur Martin, pourquoi les étoiles brillent-elles? Monsieur Martin sourit. Excellente question, Elliot.
Les étoiles brillent parce qu'elles sont en réalité des grosses boules de gaz chaud. La chaleur les fait briller comme le soleil. Un écureuil, assis à côté d'Elliot, ajouta. Mais pourquoi les étoiles ne tombent-elles pas du ciel? Monsieur Martin rit doucement. Les étoiles sont bien trop loin pour tomber. Elles sont comme notre soleil, mais très, très loin. La classe était captivée par la leçon de Monsieur Martin et Elliot se sentait de plus en plus heureux d'être dans cette classe excentrique. Les étoiles semblaient soudainement plus proches et l'apprentissage était devenu une aventure sous le ciel étoilé de Monsieur Martin. La classe d'Elliot était devenue un endroit où la créativité brillait comme les étoiles dans le ciel nocturne. Aujourd'hui, Monsieur Martin avait une idée spéciale pour les élèves. Elliot, aujourd'hui, nous allons dessiner des constellations, annonça-t-il avec un sourire rayonnant. Les élèves se mirent à l'œuvre, crayon et papier en main. Elliot dessina une constellation en forme de cœur. « Regardez! J'ai créé la constellation de l'amour !» s'exclama-t-il. Un hérisson à côté de lui leva la main et dit: « Moi, j'ai dessiné une constellation de glace à la fraise. » Monsieur Martin applaudit les efforts de chaque élève. C'est merveilleux. Vous êtes tous des astronautes talentueux. Les constellations que vous avez créées sont uniques, tout comme chacun de vous. La classe se sentait inspirée par la créativité de Monsieur Martin. Chacun avait dessiné une constellation qui reflétait sa personnalité et son imagination. Pour Elliot, la classe de Monsieur Martin était devenue un endroit où la magie de l'apprentissage se mêlait à l'expression artistique. La classe d'Elliot continuait à être un lieu d'exploration et d'inspiration. Aujourd'hui, Monsieur Martin avait une histoire à raconter. Écoutez les enfants, j'ai une histoire à vous partager, dit-il, tandis que tous les élèves s'installaient en cercle autour de lui. C'était l'histoire d'une amitié improbable entre un renard rusé et un hérisson piquant. Au début, le renard avait peur des piquants du hérisson. Et le hérisson craignait les griffes du renard. Elliot leva la main. Mais comment sont-ils devenus amis? Monsieur Martin lui sourit. Ils ont appris à se connaître. Le renard a découvert que le hérisson était doux à l'intérieur. Et le hérisson a compris que le renard n'était pas si méchant après tout. Un lapin ajouta: Et donc, même si les gens sont différents, ils peuvent être amis? Monsieur Martin hocha la tête. Exactement! L'amitié peut naître de la compréhension et du respect mutuel. Il ne faut pas juger les autres sur leur apparence. La classe était silencieuse, absorbée par l'histoire et la leçon de vie de Monsieur Martin. Elliot se rendit compte que les leçons à l'école de Monsieur Martin allaient bien au-delà des livres et des étoiles. Aujourd'hui était une journée spéciale dans la classe de Monsieur Martin.
une journée de fête pour célébrer l'apprentissage et l'amitié. Monsieur Martin avait décoré la salle de classe avec des ballons colorés et des guirlandes scintillantes. Il portait un chapeau festif avec des clochettes qui tintaient à chaque pas. Gling, 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 gling. Elliot, regarde! Nous avons des gâteaux, des jeux et même des cadeaux! S'exclama un lapin, les yeux brillants d'excitation. Monsieur Martin sourit. Aujourd'hui, nous célébrons la joie d'apprendre ensemble. La journée était remplie de rires, de jeux et de délices sucrées. Ils jouèrent à des jeux éducatifs et résolurent des énigmes amusantes. Elliot réalisa que l'apprentissage pouvait être aussi amusant que n'importe quelle aventure. Le moment vint de souffler les bougies d'un grand gâteau en forme d'étoile. Elliot fit un vœu silencieux et tous les élèves applaudirent lorsque les bougies s'éteignirent. La fête battait son plein et Elliot se sentait reconnaissant d'être dans une classe aussi spéciale. La classe de Monsieur Martin était bien plus qu'une salle de cours. C'était une communauté d'amis qui célébrait l'apprentissage et l'amitié. Après la journée de fête mémorable, la rumeur sur la classe de Monsieur Martin commença à se répandre comme une traînée de poudre dans l'école. Vous ne croirez jamais à quel point notre classe est géniale, déclara Elliot à un groupe d'amis lors de la récréation. Un écureuil curieux demanda: Qu'est-ce qui les rend si géniales? Elliot sourit. Monsieur Martin est le professeur le plus cool. Il nous apprend des choses incroyables. Et en plus, il organise des fêtes en classe. Les autres élèves écoutaient avec intérêt. Et il est vraiment sympa malgré ses vêtements bizarres. Demanda un lapin sceptique. Elliot répondit rapidement. Oui, c'est l'enseignant le plus gentil que j'ai jamais rencontré. On l'adore tous. La nouvelle se propagea rapidement et bientôt, d'autres élèves de l'école vinrent demander à rejoindre la classe de Monsieur Martin. Elliot se rendit compte que leur classe était devenue la plus convoitée de l'école et il se sentait fier de faire partie de cette aventure éducative unique. L'effervescence autour de la classe de Monsieur Martin ne se calma pas. Les élèves d'autres classes écoutaient avec envie les récits passionnants des aventures éducatives vécues par Elliot et ses camarades. Un renard intrigué s'approcha d'Elliot et lui demanda: Est-il vrai que votre professeur porte des chapeaux fous et organise des fêtes en classe? Elliot hocha la tête, un sourire grandissant sur son visage. Oui, c'est vrai. Monsieur Martin est le professeur le plus cool de tous. Le renard secoua la tête. Je souhaite vraiment être dans votre classe.
Vous avez de la chance. Elliot se sentait un peu gêné par toute l'attention. C'est vrai, on a de la chance d'avoir Monsieur Martin. Mais je suis sûre que votre professeur est génial aussi. Le renard resta pensif, puis sourit. Peut-être. Mais je vais essayer de rejoindre votre classe l'année prochaine. Les autres élèves hochèrent la tête en signe d'approbation. La réputation de la classe de Monsieur Martin grandissait et Elliot se rendit compte que son professeur excentrique avait inspiré l'envie et la curiosité chez les autres élèves. La classe de Monsieur Martin était vraiment spéciale. À mesure que l'année scolaire touchait à sa fin, la renommée de la classe de Monsieur Martin s'étendait bien au-delà des murs de l'école. Elliot et ses amis étaient fiers d'être élèves dans cette classe excentrique et captivante. Lors de la pause déjeuner, Elliot discuta avec son ami le lapin. Tu te souviens du premier jour, quand on avait entendu des rumeurs sur Monsieur Martin? Le lapin hocha la tête. C'était fou! On ne savait pas à quoi s'attendre. Elliot sourit. Maintenant, je suis content qu'on ait découvert à quel point il est génial. Le renard, qui avait exprimé son envie de rejoindre leur classe, s'approcha. Elliot, je viens d'apprendre que je vais être dans la classe de Monsieur Martin l'année prochaine. Elliot et le lapin applaudirent. C'est génial, tu vas adorer. La cloche annonça la fin de la journée. Elliot quitta l'école en sachant que sa première année dans la classe de Monsieur Martin était inoubliable. La classe était devenue une famille et Elliot était impatient de retrouver ses amis et son professeur excentrique à la rentrée prochaine. Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. L'histoire est terminée. Nous devons nous dire adieu. À demain.